Madame, Monsieur, bonjour, merci de vous être connectés une fois encore pour nos rendez-vous rituels, habituels, au thème si varié. Tous connectés pour explorer. Aujourd'hui, un sujet bien particulier, la science embarquée à bord d'un de nos navires le plus prestigieux, le commandant Charcot. Chez Ponant, vous le savez, nous vous avons souvent parlé de voyages d'exploration. Aujourd'hui, c'est une autre forme de voyage dont nous allons vous parler. Un voyage qui, en plus de vous permettre d'explorer, eh bien, vous permet de mieux comprendre notre planète. Pour vous en parler aujourd'hui, j'aurai autour de moi eh bien, deux spécialistes qui, eh bien, au-delà de ce navire dont nous vous avons si souvent parlé, le commandant Charcot, ce navire amiral, au confort 5 étoiles, au service eh bien, personnalisé, dépassant toutes les exigences de haute gamme en mer, eh bien, vous propose d'autres expériences. En tout cas, autour de moi, eh bien, j'ai un invité de prestige. Il est rarement à terre, mesdames, messieurs. En tout cas, nous l'avons fait venir jusqu'au siège de Ponant pour qu'il puisse participer à ce nouveau webinaire. Le commandant Étienne Garcia, s'il vous plaît, commandant du commandant Charcot. Bonjour à tous, très chers passagers. Bonjour Philippe. Effectivement, ravi d'être là, à terre. J'aborde la fin de mes congés avant de reprendre la mer à bord du commandant Charcot, absolument sur l'est du Groenland, inexploré. Et un autre invité, il est officier sciences à bord du commandant Charcot, c'est Daniel Cron, qui n'est pas dans le studio, mais que nous avons en liaison Internet. Daniel, es-tu avec nous ? Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous et merci de vous intéresser, de nous avoir rejoints sur ce webinaire, sur ce sujet qui forcément m'est cher à cœur, la science. Alors justement, grâce à vous deux, eh bien, nous allons découvrir les coulisses du commandant Charcot sous un nouvel angle, un angle plus scientifique, pour répondre en quelque sorte, grâce à votre regard croisé, à cette question. Et si le navire, en plus d'être un fleuron du voyage d'exploration, il était aussi un outil extraordinaire au service de la science. Daniel, pour te présenter en quelques secondes, pour nous résumer un peu ton parcours, comment devient-on officier sciences, coordinateur scientifique à bord d'un navire d'exploration ? Alors pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas un profil forcément type, si ce n'est qu'on a cherché à avoir quelqu'un qui a un profil marin. Moi, je suis officier de marine marchande, je suis capitaine long cours au départ, mécanicien également. Et donc, j'ai fait mes armes dans la marine marchande avant de m'intéresser de plus près à la science et rejoindre des expéditions scientifiques dans lesquelles j'évolue et qui me tiennent à cœur depuis des années pour me rendre utile et servir l'intérêt général. C'est mon profil. D'autres officiers sciences ont d'autres profils issus de technologies scientifiques ou sont eux-mêmes un peu scientifiques. Ou voilà, c'est assez varié. Mais on a tous cette même passion commune qui nous anime. Merci Daniel, et puis grâce à vous deux, nous profiterons de votre regard croisé, celui qui commande le navire qui ouvre la voie en quelque sorte, croisé à celui qui accueille les équipes scientifiques et qui mène les différentes expériences. Je vous propose de planter ce décor et de faire une visite rapide de ce magnifique navire en images.
Voilà une belle visite assez rapide de ce navire, mais en tout cas qui nous donne envie d'être présent. Mais justement, au-delà de ces espaces absolument merveilleux, qu'est-ce qui distingue ce navire de haute expédition, exploration polaire des autres navires d'exploration? C'est le quiz, le premier quiz interactif que je vous propose. Je vais vous répéter la question, vous connaissez le principe. Maintenant, vous allez pouvoir cocher les réponses que vous pensez être les bonnes, bien sûr, dans les cercles correspondants. La question, je vous la répète, qu'est-ce qui distingue le commandant Charcot des autres navires d'exploration? Vous avez 4 réponses au choix. Elles sont peut-être plusieurs à être bonnes. À vous de voir. Je sais que vous avez suivi de manière presque rituelle nos webinaires. 4 possibilités. Est-ce sa propulsion hybride? Est-ce la présence de scientifiques à bord? Ses laboratoires embarqués? Ou encore sa capacité à réaliser des ice landing? L'ai-je bien prononcé? Précisez-nous un petit peu, commandant. Débarquement, nous sommes dans une compagnie française. Débarquement sur la glace, et d'ailleurs ce sont des débarquements sur des plaques de banquise. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles ce navire a été construit, pour pouvoir pénétrer dans la glace et pouvoir ensuite se servir de cette glace comme une plateforme en fait de découverte. Merci pour cette précision, commandant. À vous de jouer. Je sais que certains ont déjà commencé à voter. Va-t-on peut-être découvrir les votes? Oh, ben écoutez, là, vraiment, il y a beaucoup de participants. Là, et puis, on peut cocher plusieurs cases. Évidemment, on va découvrir les résultats. Encore quelques petites secondes. Vous voyez, commandant, dans la petite animation, là, sur l'écran, on ne recule devant aucun progrès technologique. On est vraiment témoin de l'évolution des votes. Vous êtes nombreux à être connectés. Ça nous fait plaisir. Visiblement, oh là là, là c'est vraiment, ben oui, je pense qu'on peut le dire officiellement, les 4 réponses sont les bonnes, commandant. Ouais, qui singularise ce navire exceptionnel dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure à travers le biais de la science. Effectivement, donc les 4 réponses étaient les bonnes parce que ce navire a été conçu, on l'a dit, pour la haute exploration polaire. Commandant, vous qui avez participé à la genèse du projet, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les différentes étapes à laquelle vous et bien d'autres personnes, bien entendu, ont contribué? Alors, c'est vrai que c'est important de raconter l'histoire. Ce navire, le projet n'est pas né comme ça un jour. Il est né aussi d'années de concrétisation, d'expérience dans les glaces avec le navire Le Diamant, après le Boréal et tant d'autres. Et puis un jour, on s'est dit, on aimerait bien emmener nos passagers encore au-delà et donc de pouvoir rejoindre le pôle Nord géographique. Et donc, c'était il y a 7 ans, nous nous sommes assis autour d'une table chez un expert qui s'appelle Aker Arctic, basé à Helsinki. Et on lui a exposé le projet et ça s'est fait ici, comme ça, sur une table rase. Et on a dit, voilà, nous voulons un navire capable d'environ 150 mètres de long, environ 200 passagers, donc à l'échelle humaine, capable de nous emmener au pôle Nord géographique. Et à partir de là, on a réfléchi à ce projet qui a abouti en 2021 et qui maintenant continue de nous faire rêver jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors faisons maintenant la transition pour évoquer l'aspect scientifique. On l'a bien compris, ce navire est l'élément décisif dans l'engagement de la compagnie pour la science, mais depuis son lancement, donc en 2021, ça sera l'autre question quiz. Combien de missions scientifiques ont été menées depuis 2021 jusqu'en 2025. Je vous propose 3 alternatives, 57 missions ou 74 missions ou encore 134 missions scientifiques. À vous de voter. Ce sera le dernier vote. Après, je vous le promets, nous rentrons dans le vif du sujet pour développer le thème de ce webinaire. Aujourd'hui, donc 3 alternatives depuis 2021, année du lancement de notre navire amiral le commandant Charcot. Combien de missions scientifiques ont-elles été menées jusqu'en l'année 2025? À vous de jouer. 57, 74 ou 134 missions. Nous arrêtons les compteurs. Une majorité pense que 57 missions ont été menées.
Voilà, c'est la tendance majoritaire pour le moment. Mais je pense que c'est Daniel qui va pouvoir y répondre. Daniel Cron, apportez-nous la bonne réponse. Eh bien, félicitations aux quelques heureux élus qui ont donné la bonne réponse, à savoir la dernière, donc le plus grand nombre, contrairement à ce qu'on aurait pu penser comme ça, donc 134. Alors, en date de 2025, la science continue à être accueillie à bord de chaque croisière, et donc ce nombre continue à s'étoffer. En fait, par mission scientifique, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Bon, par 134, on imagine bien qu'il s'est quand même passé quelque chose depuis, pas mal de choses depuis le début. Les premiers scientifiques sont arrivés à bord fin 2021, donc quand le bateau a été lancé pour les premières croisières. J'ai eu la chance d'ailleurs d'accueillir ces premiers scientifiques à bord. Ça a été une belle aventure. Et en fait, au-delà de nombre de missions, on va plutôt parler de jours travaillés à bord. Parce qu'en fait, une mission, finalement, peut être aussi bien une durée travaillée. Les scientifiques vont venir sur une croisière. Il y a des croisières courtes autour du Spitzberg qui vont durer une petite semaine, on va dire, une grosse semaine. Mais il y en a qui vont venir pour l'équivalent d'un passage du Nord-Ouest ou d'une transarctique. Et donc, c'est des croisières qui vont durer plutôt 3 semaines, donc qui sont beaucoup plus longues. Et pour autant, les deux sont considérés comme des missions. Et vous imaginez bien que c'est assez inégal. Donc, en fait, plutôt que de parler de mission, on va plutôt parler de journées travaillées à bord. Et donc, on a aujourd'hui atteint à peu près une quantité, enfin un nombre de 5000, un peu plus de 5000 journées travaillées à bord. Et ça, c'est concret parce que quel que soit le nombre de scientifiques dans les équipes, quelle que soit la durée finalement de ces croisières, eh ben, on peut se baser sur un élément tangible, concret pour évaluer l'impact, enfin pas l'impact, mais en tout cas le nombre de jours travaillés à bord. Voilà. Merci Daniel. Commandant Étienne Garcia, racontez-nous un peu comment, alors on sait à quel point nos itinéraires sont réfléchis aussi pour aller, grâce à cet outil d'exploration encore plus loin que les autres navires de la flotte, mais quand la science s'invite, qui décide de la conception des missions? Comment sont-elles réfléchies? Comment sont-elles préparées? Je voudrais rappeler que ce navire, dès le début, dans son essence, dans sa réflexion, a été conçu comme un navire d'opportunité. C'est-à-dire qu'on a construit une infrastructure en place, dont tout à l'heure Daniel en parlera plus en détail. Et donc c'est vraiment un navire d'opportunité. On s'est dit, eh bien, nous allons naviguer dans des zones peu couvertes par, je dirais, les navires classiques, et donc utiliser la science, et donc leur proposer eh bien, la possibilité de conduire des missions. Alors pour cela, il a fallu à terre créer une équipe, donc une équipe RSE en charge de la responsabilité sociétale et environnementale, avec Wassim Daoud, Megan Clampit, Christelle Hernandez, etc., qui sont les véritables chefs d'orchestre. C'est-à-dire que c'est eux qui, adossés à une association qui s'appelle Polarin, Polar Research Infrastructure Network, pour que Ponant ne soit pas juge et partie. Et donc à partir de là, ils vont sélectionner des missions de manière très 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 hétéroclite, c'est-à-dire de tout horizon, extrêmement variées. Ça va être la recherche sur les nanoplastiques, les antibiotiques, les qualités de la glace, etc. Bref, la température des océans. Et donc, à partir de là, eh bien, on va remplir un calendrier qui va, évidemment, un calendrier qui va se caler sur les croisières de nos passagers. Et donc, et depuis, c'est un succès phénoménal. C'est vrai que les scientifiques se battent maintenant, puisque il faut comprendre que l'idée, je dirais que le contrat entre Ponant et les scientifiques, c'est oui, on vous offre donc la possibilité de venir gracieusement à bord du commandant Charcot, mais l'idée étant que toutes les données soient, on dirait en anglais, en open source, c'est-à-dire disponibles pour tout, partagées et sans contribution évidemment financière. C'était l'idée.
Très bien. Daniel, en votre qualité de coordinateur scientifique, comment accueillez-vous ces équipes une fois les missions déterminées, avec précision? Comment la science se vit-elle à bord? Donc, comme l'a bien expliqué le commandant Garcia, donc il y a une sélection en amont indépendante de Ponant, c'est très important qu'ils gardent cette liberté du coup. Et nous, à notre niveau, coordinateur scientifique, officier science, on va faire une étude de faisabilité technique après, parce que c'est bien beau de dire que la science est intéressante à faire à bord. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est réalisable par rapport à la logistique à mettre en œuvre, le temps sur le terrain, le moment où on va y être par rapport au moment de l'année, par rapport à ce qu'ils veulent observer ou mesurer. Et nous, comme on a cette expérience terrain, eh ben on va analyser ce programme et faire un retour en interne pour dire bah voilà, nous on estime que oui ou non, ou peut-être plutôt basculer cette équipe sur telle croisière parce que ça sera plus adapté. Donc il y a un vrai travail de fond. On va faire des visios en amont, on va répondre à pas mal d'emails techniques. Voilà, ça s'anticipe bien en amont, surtout que comme l'a dit le commandant Garcia tout à l'heure, on fait une science d'opportunité. Donc il faut être très à la fois flexible et très percutant quand on va faire la science de terrain parce qu'on a peu de temps. On va se calquer sur les opérations passagers et du coup, dès qu'ils sortent, nous, on va mettre à profit ce temps pour sortir également. Et du coup, faut pas qu'on commence à cogiter à ce moment-là comment on va pouvoir faire cette science. Voilà. Donc, globalement, sur chaque croisière, on va accueillir des scientifiques. Généralement, c'est 2 équipes. Donc, c'est très international. Hein. Il y a des Français également, mais c'est très, très international. On va surtout parler anglais avec eux, du coup. Comme je vous disais, c'est des missions, une croisière, ça peut durer 1 semaine comme 3 semaines. Donc, ça peut être et ça peut être très intense. Ça peut être essentiellement du travail de laboratoire, du travail terrain ou des deux. Et moi, mon rôle là-dedans, ça va être d'être un peu le facilitateur, celui qui va les aider à s'installer dans les laboratoires, mais aussi à interagir avec les gens à bord, parce que eux, ils ont souvent évidemment une expérience sur des bateaux océanographiques, des bateaux scientifiques. Ils n'ont jamais été sur un navire de croisière. Il y a des codes, il y a 200 membres d'équipage, donc avec qui avoir une interaction pour avoir ce dont on a besoin. Et évidemment, l'élément clé aussi, c'est le commandant qui de son côté va nous donner l'opportunité ou donner le go pour le timing, pour qu'on va pouvoir faire les manips, aussi le côté sécurité. Donc on est en étroite collaboration. Et moi là-dedans, je vais être un peu ce facilitateur parce que je sais comment fonctionne le bateau. J'ai moi-même un regard marin, donc je vais voir les limites pour la sécurité. Puis ce côté aussi, on essaie d'être indépendant et de ne pas gêner les opérations avec les passagers, parce que forcément, faut pas qu'on nous attende à la fin. Faut pas que le bateau soit là en train d'attendre la science parce que en fait, on a mal calculé notre coût, notre Zodiac est tombé en panne, ça ferait pas très professionnel. Donc en fait, je suis un peu là pour faire ce relais-là à bord. Est-ce que vous allez également expliquer les missions? Quelles sont les interactions avec les passagers? Sont-ils témoins des expériences qui sont menées, des relevés qui sont pratiqués? Leur expliquez-vous la mission au démarrage de la croisière et est-ce que vous en faites le bilan au terme de la croisière? Tout à fait. Tout à fait, oui. L'idée, c'est quand même de toujours avoir une interaction avec les gens à bord. Hein. Évidemment, on est avant tout un navire de croisière. Donc, ce qu'on va faire, et puis parce que c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même une spécificité chez Ponant. Propre à Ponant, j'ai envie de dire, d'accueillir ces scientifiques à bord. D'autres compagnies organisent parfois des ateliers scientifiques, mais d'avoir des scientifiques qui viennent à bord pour réaliser leur programme de recherche, ça c'est très atypique. Et donc l'idée c'est de partager cela. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'en début de croisière, on va organiser une conférence pour les passagers afin d'expliquer déjà c'est quoi cette spécificité, qu'est-ce que Ponant Science, c'est le nom de notre entité, on va dire. Et puis également que chaque scientifique présent à bord explique qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi c'est important. Voilà, parce que sinon c'est toujours un peu abstrait. Et en fin de croisière, l'idée, c'est de faire un peu un bilan avec des résultats préliminaires. Évidemment, préliminaires, parce qu'après, il y a le temps de la science, le temps d'analyser les données, de retourner dans leur laboratoire, de faire des papiers. Ça va prendre pas mal de temps. Donc, forcément, on ne peut que parler de constatations rapides ou vraiment visuelles ou de quelques données mesurées, des tendances. Mais on va faire ce retour et il est important. De mon côté, moi, je vais organiser des visites de laboratoire pour les passagers et les scientifiques, eux, souvent aussi aident à ça parce qu'ils sont passionnés. Et quand on le lance sur sa passion, le scientifique, il déblatère et c'est passionnant à écouter, c'est génial.
Et les passagers adorent ces moments-là. C'est vrai qu'à chaque fois, quand ils ressortent des visites laboratoires, ils sont là, ouais, c'est incroyable, on n'aurait jamais imaginé. Aussi bien l'aspect local technique que le travail de fond, quoi, hein, parce qu'en fait, c'est souvent caché le travail de laboratoire. Il y a le travail terrain qui est visuel, mais Effectivement, on va découvrir les coulisses de la science dans quelques instants, mais en tout cas, on l'a bien compris. Et merci Daniel hein, d'être aussi impliqué dans ce rôle de coordinateur scientifique et puis au plus proche de nos passagers qui sont témoins de toutes ces expériences. Alors, commandant, on le sait, le commandant Charcot est hors du commun, mais précisez-nous quelles sont les spécificités techniques, technologiques que procure ce navire pour accueillir et faire ses relevés, par exemple. Alors, je voulais rajouter quand même à ce que disait très justement Daniel. Effectivement, cette interaction, elle est très importante. C'est-à-dire que les passagers sont des acteurs hein, de leur voyage. Et c'est vraiment ça aussi l'esprit Ponant. Et donc, à ce titre, également acteurs eh bien, de cette mission scientifique. Et parfois, d'ailleurs, participent avec les scientifiques sur la glace à prendre des échantillons. Ça, c'est extraordinaire. Vous vivez ça de l'intérieur et puis ça donne énormément de sens en fait à votre voyage. D'ailleurs, il y a même des tables qui sont organisées entre les scientifiques et les passagers. Ça, c'est essentiel. On est tous des passionnés. C'est pas d'ailleurs l'apanage, la science, c'est pas que l'apanage des scientifiques. C'est aussi l'apanage, c'est aussi une participation active de l'équipage. Et comme le disait Daniel, nous construisons d'abord des itinéraires pour nos passagers hein, qui sortent des sentiers battus, des routes tracées, on va dire. Et en même temps, eh ben, c'est extrêmement valorisant pour la science, puisque ça leur permet d'aller récupérer des données dans les endroits qui ne sont pas fréquentés. Donc là aussi, ça donne du sens. Nous avons, effectivement, il en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, Daniel, énormément d'équipements dans les labos secs et humides. Mais nous avons donc, vous verrez à l'avant du navire, une espèce de suspente avec un instrument un peu magique, voilà, on les voit à l'avant. Ce n'est pas un aimant, mais c'est une sorte de radar. Le SIMS, Sea Ice Measurement System, qui donc va mesurer en permanence l'épaisseur de banquise et de neige. Et ces données, bon, ils vont corroborer mon observation, je dirais, empirique, mais ils vont surtout enregistrer en permanence ces données qui vont être envoyées notamment à l'Institut Alfred Wagner, qui est à Bremerhaven en Allemagne, qui est donc un institut référence sur l'étude de la glace, et en permanence ces données, c'est-à-dire, et notamment sur des trajets où il y a une forme de récurrence, alors ça, ils sont très friands de ça, la science, où on fait des pôles nord, on en fait par exemple 4 ou 5, alors on ne passe pas au même endroit, mais on est dans la même zone géographique, et toutes ces données ensuite sont traitées, et donc vraiment importante pour la science. Et puis il y a la rosette, cette fameuse rosette. Alors moi, la première fois, je ne savais pas. Mais quand vous parlez de rosette, c'est le Graal des scientifiques. Cette espèce de suspente cylindrique avec un certain nombre de réservoirs qui donc sont commandés par ordinateur et sont ouverts aux différentes profondeurs. On a battu le record 1153 mètres en Antarctique il y a quelques mois. On en a été très très fiers. Pourquoi ? Parce que dans la mesure du possible, en tant que commandant, si je peux pouvoir à mon petit niveau aider la science, stopper une heure par-ci par-là, changer légèrement de route pour pouvoir vraiment optimiser, eh bien on le fera. Et puis en même temps, je fais une annonce aux passagers en leur disant attention, on met la rosette, rendez-vous au pont 5. Là aussi, ça donne à nouveau beaucoup de sens à notre voyage. Donc voilà, ça c'est le SIMS, la rosette, c'est le Graal pour nos scientifiques. Mais je vais laisser Daniel vous parler en détail
de toutes les installations. D'ailleurs, quand je me rappelle, en 2021, quand on a lancé le bateau, et ce qu'il est maintenant, c'est incroyable. Oui, parce que je pense que ça suscite de nouveaux investissements aussi pour, en prévision des futures missions, et bien continuer à faire d'autres relevés. Daniel, parlez-nous justement de ces laboratoires embarqués qui font aussi la particularité du commandant Charcot. Oui, en fait, on va utiliser le navire comme une plateforme de capteurs scientifiques. Donc, on a bardé un peu partout. Je ne sais pas si on a la schématique du bateau avec les capteurs dessus, parce que c'est assez parlant. Mais c'est vrai que dans le temps, petit à petit, d'année en année, on a rajouté des capteurs dessus, dessous, dans la coque. Certains vont mesurer les radiations solaires, d'autres les éléments météo, d'autres, comme le disait le commandant Garcia, donc l'épaisseur de la banquise, ou faire des analyses de l'eau de mer en continu. On a des équipements qui vont pomper la mer via les pompes qui sont en salle machine, qui vont pomper l'eau, l'envoyer dans les laboratoires et l'analyser. Et donc, en fait, qu'il y ait des scientifiques à bord ou pas, on va avoir toutes ces données qui sont collectées et centralisées sur un serveur scientifique à bord. Et encore une fois, on a cette démarche de partager avec le plus grand nombre ces données gratuitement pour qui on a besoin, qui le demande à terre, avec tous les instituts internationaux. Et également, les scientifiques qui sont à bord y ont également accès. On a une interface qui permet de voir en temps réel toutes ces données qui sont mesurées. Et après, ils peuvent également les récupérer. Et donc, je pense que c'est très bien vu d'avoir pris le commandant Charcot pour ça, parce qu'il y a un vrai intérêt sur le polaire, parce que comme vous le savez peut-être, le changement climatique global, il se fait ressentir en priorité au pôle avant d'atteindre le reste de la planète. On dit que ça évolue 3-4 fois plus vite. Et donc, d'utiliser ce bateau-là qui est très moderne pour aller vraiment au cœur, au pôle, et de pouvoir prendre ces données où personne d'autre ne va, ou quasiment personne, en fait, est une aubaine. Et au-delà du commandant Charcot, sur lequel a été lancée donc toute cette démarche, on commence maintenant à répliquer ces capteurs sur d'autres navires qui naviguent dans d'autres zones, dans d'autres océans, notamment le pôle Gauguin, mais pas que. Et l'idée, c'est de déployer un peu ça petit à petit sur toute la compagnie, parce qu'on ne sera que plus riche de toutes ces données. Et aussi, il y a un intérêt important pour les scientifiques, c'est le fait d'avoir ce côté de répétitivité, de répétition des croisières d'une année à l'autre. Parce qu'il peut y avoir des missions spécifiques scientifiques qui sont faites dans le monde, avec des navires océanographiques, des navires scientifiques qui sont vraiment dédiés à ça. Mais nous, on va pouvoir, à moindre échelle, mais par contre, retourner chaque année au même endroit et donc voir l'évolution de cette donnée. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les scientifiques. Donc, c'est vraiment une réussite avec ce bateau. Et donc, on continue. Là, en ce moment, le bateau est en arrêt technique à Brest. Et évidemment, il y a beaucoup de travaux par rapport à la machine, au pont, à l'hôtellerie, mais également pour le département de sciences, on va rajouter, faire des adaptations et réfléchir à ce que sera le futur du bateau pour installer d'autres machines, être encore plus pertinent et que ça intéresse le plus grand nombre. Voilà. Et pour en effet rebondir sur ce que disait tout à l'heure le commandant, par rapport à la rosette, on se rend pas forcément compte, mais quand moi j'ai su que ça allait être enfin installé à bord, je me suis dit c'est exceptionnel, parce que ça c'est vraiment l'élément qu'on va trouver sur tous les navires océanographiques. Tout navire scientifique qui se respecte, il a un équipement comme ça, parce que tous les océanographes sont intéressés par aller étudier la masse d'eau, voir quels sont ses paramètres, et surtout aller collecter des prélèvements d'eau tout au fond de l'océan, essayer de comprendre ce qui se passe, comment ces masses d'eau se mélangent, comment elles évoluent dans le temps. Et donc ça, c'est un super outil. Et donc merci à Ponant pour ça. Et indirectement, merci à vous, parce que finalement, c'est en finançant ces croisières qu'on reçoit une partie de cet argent. Très bien, Je ne sais pas Daniel, si vous m'entendez toujours. on vous entend, mais on boit vos paroles, c'est-à-dire qu'on n'ose pas vous interrompre, vous êtes tellement impliqué et passionné. Par contre, est-ce qu'on peut visiter les laboratoires? Vous pouvez nous en parler avec plus de précision? Avec grand plaisir. Est-ce qu'on envoie les vidéos ou est-ce que je fais une petite introduction? Ah voilà, c'est parti, c'est génial. Donc là, c'est le laboratoire sec, c'est quelque part un peu mon bureau aussi. On voit il y a de l'espace pour s'installer pour les scientifiques. Il y a aussi des paillasses de travail. On voit au fond un petit équipement qui permet de déminéraliser l'eau. En fait, c'est surtout de l'espace de travail et aussi des différents tuyautages qui vont arriver, qui vont amener de l'eau de mer de surface par différentes pompes. En fonction des besoins des scientifiques. Nous, on va leur donner un catalogue des équipements qu'on a à bord et eux vont avoir une idée de
comment dire, quel protocole ils vont pouvoir mettre en œuvre. Ça, c'est une hotte chimique. On va pouvoir travailler en dessous avec des produits chimiques et démarrer. C'est un peu comme une hotte de cuisine à la maison. Ça évite d'avoir les vapeurs dans les yeux, dans le nez. Là, maintenant, on a 2 microscopes. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a acheté des équipements qui puissent servir le plus grand nombre. Ça ne servait à rien d'acheter des choses trop spécifiques ou trop fragiles, parce que trop fragiles, ça casserait, et trop spécifiques, il n'y aurait qu'un scientifique sur 10 qui l'utiliserait. Donc, on a essayé de mutualiser les équipements pour que les scientifiques n'aient pas besoin d'amener les leurs à bord. Donc, c'est comme ça qu'a été. Donc, ça, cette partie, c'est le laboratoire sec. Donc, comme son nom l'indique, il n'y a pas de contact avec l'eau de mer directement, il n'y a pas d'accès à la mer. Ça va plutôt être un endroit à faire de la chimie et de l'optique. Maintenant, on passe au laboratoire humide. En image. Exactement. Donc ici, on voit les congélateurs. On a un moins 20 degrés, moins 80 degrés, parce qu'il faut pouvoir stocker les échantillons qui ont été collectés. Certains sont au frigo, d'autres au congélateur. Là, on voit beaucoup d'équipements qui sont posés sur les étagères qu'on va pouvoir utiliser sur la glace pour travailler. On voit une porte au fond du laboratoire qui donne accès à la mer. On peut arrêter le bateau et faire des prélèvements par cette porte. Et encore une fois, vous voyez des paillasses, des espaces de travail. Et puis, je vous en parlais un peu tout à l'heure, on a des équipements qui font des mesures en continu, et notamment de l'eau de surface qu'on va pomper quand le bateau y navigue. Cette machine qu'on vous montre là tout de suite s'appelle une ferry box. Et donc, vous voyez, il y a plein de tuyaux, plein de capteurs. On va analyser l'eau de surface et mesurer ses paramètres physico-chimiques. C'est aussi bien sa température, sa salinité, la chlorophylle, l'oxygène dissous, le CO2, enfin beaucoup de paramètres. Comme ça, même quand on va naviguer n'importe où, on va collecter ces données en permanence et encore une fois, pouvoir le partager au plus grand nombre. Là, c'est quelques images d'illustration d'une rampe à filtration parce qu'en fait, très souvent, on collecte de l'eau de mer, mais après, ou de la neige ou de la glace. On ne peut pas ramener tout ça dans les laboratoires et les envoyer à l'autre bout du monde. Donc, il va falloir concentrer ce qu'il y a dedans, aussi bien que ce soit des bactéries, du plancton, de la pollution plastique. Tout dépend de la thématique d'étude. On va filtrer, on va concentrer et comme ça, après, on va pouvoir garder un échantillon sec ou humide, mais très réduit. Et comme ça, après, on va pouvoir le stocker à bord en attendant de pouvoir l'envoyer dans le laboratoire d'études en question en fonction du programme qui est à bord à ce moment-là. Voilà en très bref. Merci. Ah ben c'est bref, mais fort intéressant. Merci pour cette visite et qui prouve bien, eh bien l'implication de Ponant au service de la science à travers votre navire, commandant. Alors messieurs, allez, parmi toutes ces missions à laquelle vous avez eu la chance de participer, quelle est celle qui a été la plus marquante pour l'un comme pour l'autre? Daniel, je te laisse. Moi, forcément, les missions qui m'ont le plus interpellé, c'est celles où on a eu du temps dédié à la science. Et je pense, je dirais, le plus grand accomplissement aujourd'hui de la compagnie pour ça, c'était la Transarctique, qui était quand même aussi bien en termes de navigation, mais ça, je laisserai le commandant en parler. Ça avait jamais été fait. Déjà, même les navires scientifiques, c'est quelque chose qu'ils ne font pas très souvent, c'est assez rare, c'est très cher pour eux de faire ça. La journée de travail est très chère, c'est compliqué d'évoluer là-dedans. Et nous, donc, on a eu la chance pendant 3 semaines de pouvoir couvrir une zone, de faire un prélèvement régulier sur une zone, avoir une variabilité, ce qu'on parle de variabilité spatiale qui a été énorme en partant d'Alaska au Spitzberg. Et donc, ça, c'est une aubaine. Les scientifiques, ils n'ont jamais l'occasion quasiment de faire ça. Donc, on a réussi à regrouper, à faire venir à bord une vingtaine de scientifiques. Ça n'avait jamais été fait. Ça montre aussi une volonté de la compagnie de dire, bon, on alloue 20 places à bord pour ça. Quelque part, c'est aussi un manque à gagner, mais on pense que c'est important de le faire. Donc, en cela, j'ai trouvé la démarche assez incroyable. Et voilà, c'était très excitant pour moi, forcément, intellectuellement, et de les suivre, de les aider, de comprendre ce qui se passait. Et surtout, on a vu que pour vraiment la première fois, il y a eu tout le bateau tourné. Je remercie d'ailleurs tout l'équipage pour ça. Tout le bateau était tourné à aider cette science, à la mettre en avant, valeur. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les passagers et c'était un moment fort, ouais. C'était quelque chose d'assez incroyable. Commandant, votre meilleur souvenir? Bon, évidemment, celui qui m'aura marqué, c'est ma première pôle Nord, qui était quand même en 2021, donc la première pôle Nord, enfin le premier navire à passagers avoir accédé au pôle Nord géographique, puisque avant c'était des brise-glaces, comme les brise-glaces nucléaires russes,
mais qui ne sont pas des navires à passagers. D'ailleurs, je ferai une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est important de parler technique à nos passagers et d'utiliser la bonne sémantique. Le commandant Charcot n'est pas un brise-glace. Un brise-glace est un navire qui ouvre les chenaux pour les cargos, d'accord, dans le passage du Nord-Est, passage du Nord-Ouest, les Canadiens, les Russes, etc. C'est un navire à passagers avec des caractéristiques brise-glace et de sacrées caractéristiques brise-glace, puisqu'en fait, il a la norme PC2, Polar Class 2, juste en dessous des brise-glaces nucléaires. Et à l'heure actuelle, c'est, toute catégorie confondue, c'est le navire le plus puissant, le plus sûr, pour naviguer dans les glaces, juste en dessous des brise-glaces nucléaires, même au-delà des brise-glaces canadiens, les brise-glaces des gardes-côtes américains ou norvégiens. Donc ça, c'est important. Et pourquoi on avait construit un navire aussi puissant? C'est pas pour utiliser cette puissance, justement. On utilise la plupart du temps 40%, 50%, mais c'est pour pouvoir se sortir d'un mauvais pas. C'est-à-dire que c'est vraiment pour la sécurité, puisqu'en fait, c'est un monde qui est extrêmement hétérogène, la glace. Hein. Vous retrouvez tout d'un coup, à quelques milles près, des conditions de glace qui vont être extrêmement variables. Donc il fallait, on ne sait jamais ce qu'on va. Peut-être qu'on va avoir 1 mètre de glace pour aller au pôle Nord au mois de juillet, et puis 15 jours après, vous allez vous retrouver dans des sites où il y a 2 mètres. Donc en fait, c'était important de reparler de ça. Et ce bateau nous a permis effectivement d'ouvrir certaines voies, dont la Transarctique. C'est vrai que cette mission scientifique cette mission dont il parle, Daniel faisait référence. Là aussi, d'un point de vue nautique, c'était une expérience incroyable. Ça n'avait jamais été fait en partant donc d'Alaska, en traversant l'océan Arctique. Et à l'origine, c'était l'anecdote, c'est que finalement, au départ, c'était à la quête des 2 pôles. Je m'étais dit, un jour, on ira au pôle Nord, mais magnétique, qui lui est tout le temps en mouvement et qui se retrouvait de l'autre côté du pôle quand on vient du Svalbard. Et je me suis dit, un jour, il va falloir que j'y aille. Mais pour y aller, il fallait partir de l'Alaska. Vous l'avez rêvé et Ponant l'a fait. Voilà. Enfin, nous l'avons fait. Mais l'équipage, effectivement. Et pour donner du sens, on a invité 22, on parle de 20, mais je crois qu'il y avait même 22 scientifiques. C'était incroyable. Et puis, pour vous montrer un petit peu la partie spontanéité, ce qu'on appelle aussi un peu dans notre jargon les moments Ponant. Là, vous savez qu'au départ, c'était à la quête des 2 pôles, magnétique et géographique. Et en fait, j'ai été inspiré par un passager géologue qui m'a dit, tu sais, je vais participer à la croisière avec toi, mais tu sais qu'il y a le fameux pôle d'inaccessibilité, c'est-à-dire le point le plus éloigné de toute Terre, bien au-delà d'ailleurs du pôle Nord, et qui n'a jamais été accessible. Pôle Nord d'inaccessibilité. Et donc, du coup, la veille d'y arriver, j'ai annoncé aux passagers en disant non seulement nous allons aller à la quête des 2 pôles, mais des 3 pôles. Et demain, nous irons au pôle d'inaccessibilité. Ça, c'est vraiment les moments qui restent dans une vie maritime de commandant. Et c'est ce qui fait aussi cette latitude. Ce qui est important, c'est cette latitude que nous donne Ponant, nous commandants, de pouvoir à un moment donné, saisir l'instant présent. Et donc ça peut être effectivement là le pôle Nord d'inaccessibilité, mais ça aurait pu être aussi de la faune ou autre événement. Bon, visiblement, donc cette mission scientifique a été votre coup de cœur commun de la mission préférée. Ouais. Et justement, nous en avons quelques images. Pendant 3 minutes, nous vous invitons à plonger dans cette expérience de mission scientifique, la croisière transarctique. Le programme Ponant Sciences soutient la recherche scientifique et accueille des chercheurs à bord de nos navires pour approfondir les connaissances sur l'océan. The goal of this specific transect is to get through the whole Arctic Ocean for the first time from Alaska coast to Norway with the oceanographic station equally spaced all along. To get in places where no one goes, it's an amazing opportunity to gather data. The Charcot team is looking to publish multidisciplinary papers to provide useful information for the current state of knowledge of global change in the Arctic Ocean. Our main activity is that we go out on the ice to measure the thickness of the ice and the mechanical properties.
We came here to measure primary production with a new instrument that we recently built. I am collecting samples for analysis for inorganic carbon chemistry. Our group has a system that measures the concentration of CO2 in the surface water. I study the microbial ecology in the water. I am here to collect phytoplankton samples and investigate their phycotoxins. My role is essentially aerobiology, so it's studying the microorganisms that live in the atmosphere. We study nanoparticles of plastic to characterize and quantify how much nanoparticles we have. My work is to extract the DNA from the floating plastic particles. We would like to assess the structural strength needed in order to break the ice without taking any damage. We make sure to build the itinerary with a quite low speed for the science. And we make sure we can satisfy our guests as well. I'm exploring how scientific knowledge production is affected by Arctic environment. I observed quite active interactions between scientists and passengers. It's invigorating to know that we're helping contribute to the research that's being done. What better way to be here and to learn about it in the place where the science is being conducted? The selection of the projects on board was made through a consortium called ARISE, so it's totally independent. Our research is complementary. We have much different nationalities here and it's good to communicate with them. To discuss, have science conversations. Working with people who understand the needs and frustrations that you're going through. It's a unique opportunity that we would otherwise not have. It's the first time we welcome that much scientists on board. We try to take the pulse of the Arctic Ocean. Des images magnifiques, une fois encore. On vous a vu en action, commandant, à la passerelle avec le commandant Marchesso également. En tout cas, Daniel, on a pu constater à travers cette vaste équipe que la biologie n'est pas le seul domaine scientifique que vous explorez. Finalement, vous accueillez aussi d'autres spécialistes de la science. Quels sont les autres domaines ? Et en fait, dans l'idée de la sélection du projet, parce qu'il y a eu un appel à projet qui a été lancé, comme à chaque fois qu'on accueille des scientifiques à bord, en général, que ce soit pour la saison arctique ou antarctique, il va y avoir un appel à projet, ça passe par Polarine, qui va être ouvert pendant 1 mois à peu près, et donc n'importe quel institut, laboratoire va pouvoir postuler pendant ce laps de temps et présenter ce qu'ils veulent faire à bord. Et ben, on avait fait pareil spécifiquement là pour la Transarctique parce que c'est quelque chose de très très spécial et qu'on sait pour la première fois avec des contraintes. Du coup, ceux qui ont réussi à être sélectionnés, ils ont fait ça très intelligemment au lieu de faire comme les autres, c'est-à-dire tous les autres ont postulé de manière séparée, labo par labo. Eux, ils se sont dit, bon, on va faire une thématique commune. On va appeler le projet Charcot. En plus, c'était un acronyme. Les scientifiques adorent les acronymes. Donc, chaque lettre avait, je vais pas rappeler exactement ce que ça voulait dire, mais ils avaient fait ça très intelligemment. Une partie des scientifiques étaient déjà venus à bord en plus. Et donc, ils se sont dit, on va avoir une thématique globale et on va faire quelque chose de très pluridisciplinaire et tout relié pour que ça ait du sens, ça soit cohérent. C'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça, vous voyez, c'est très international, que ce soit les labos, les nationalités, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et en effet, donc il y va aussi bien de l'étude de la structure de la glace, même de son impact, ses interactions avec le bateau. Il y avait aussi un côté technologique, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent avec le commandant Charcot. On teste un peu un bateau test pour les technos. Il y avait une partie sur les polluants. Ça, forcément, on sait que l'Arctique, globalement, les pôles, tous les courants marins, les courants aériens se rejoignent, tout est brassé. Donc, étudier l'impact de cette pollution sur place permet d'avoir une idée de ce qui provient du reste de la planète et comment ça impacte localement, notamment la fonte de la glace, mais pas que.
Une partie évidemment biologie marine, hein, ça c'est quand même assez classique. Une partie justement aérosol, vous l'avez vu avec David Pierce. Mais au-delà de ça, il y avait quelque chose un peu d'assez particulier. Moi, j'étais pas familier avec ça. On appelle ça des sciences sociales. On voit Elena Adacheva qui est qui vient de l'université de Yale, et donc c'est des études sociales, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à l'humain. On a aussi eu comme ça des géographes français qui sont venus à bord et qui vont étudier soit l'interaction entre les passagers ou des scientifiques avec les passagers, où il y avait aussi une étude de la lumière polaire sur l'activité des gens. Et c'est une autre type de science, mais c'est des choses que on permet aussi de réaliser à bord. Et ça marche très bien sur une Transarctique parce que on passe du temps à bord. Donc on a le temps d'être en communauté, d'évoluer, de ressentir des choses. Et donc, c'est vrai que c'est un terrain propice à faire ce genre d'études un peu atypiques, mais qui a aussi du sens. On appelle ça, il y a les sciences dures et les sciences, je ne vais pas dire molles parce que ça fait bizarre, mais voilà, c'est d'autres types de sciences qui existent. Merci Daniel. Alors à présent, je vous propose de vous projeter. Avant cela, je vous rappelle que les dernières minutes de ce webinaire seront consacrées à vos questions auxquelles nos invités répondront. Je vois qu'elles commencent à s'accumuler. En tout cas, projetons-nous, même si nous savons que la gestation de ces missions n'est pas encore définie avec précision, mais arrêtons-nous sur de prochains itinéraires. On sait maintenant et on l'a compris que là où est le commandant Charcot, nous faisons la place pour la découverte et la recherche scientifique. Commandant, pouvez-vous évoquer ces 3 itinéraires choisis que nous allons découvrir à l'image? Alors, il faut faire des choix. C'est compliqué. Parce que alors, des fois, quand je suis sur ma passerelle comme ça, je me dis, allez là, on a envie d'embrasser cet univers un peu incroyable où on se sent, et je peux vous le dire, à chaque fois privilégié. Alors, on n'a pas parlé de l'Antarctique, mais l'Antarctique aussi, c'est pour nous une zone importante à explorer. Et là, on va faire un focus sur l'Arctique. J'ai un de mes coups de cœur, c'est le Groenland. Pourquoi ? Parce que, tu en parlais tout à l'heure, la dimension humaine, tu vois, Daniel, effectivement, il n'y a pas que l'approche de la nature, de la faune, mais aussi cette relation qu'on a construite, d'ailleurs avec le département RSE. Et ça, c'est important. Il a fallu des années, 20 ans, où on est retourné dans certains villages avec les autres bateaux. On a vu grandir leurs enfants. On a pu échanger, on les a invités à bord. Il y a eu un vrai partage. Et donc, de manière à le faire de manière, je dirais, non, ou au moins non ingérante. Hein. Je peux vous donner une anecdote. La première fois où on a décidé d'aller avec le commandant Charcot, là je vais vous en parler, plus tôt dans la saison, parce que ce navire nous permet d'aller plus tôt dans la saison, dans des endroits qui sont fréquentés, mais plus tôt parce que la vraie frontière naturelle, c'est la glace. C'est la glace. Eh bien, nous avons une équipe qui s'est déplacée au Groenland, 1 an avant, 2 ans avant. On a rencontré les anciens du village, les Groenlandais, pour leur dire, voilà, regardez, ça c'est la photo du Charcot. On va venir avec. Au dépôt, ils ont fait ouh. Il a fallu effectivement doucement les sensibiliser et leur demander. Puis, je pense que s'ils n'étaient pas d'accord, eh bien, on aurait rebroussé chemin et puis on aurait été chercher ailleurs. Et donc, du coup, on a construit cette relation, ce qui nous a permis de pouvoir ensuite élaborer des itinéraires hyper immersifs, en fait. Et ça, c'est quand même, ça change la donne. Alors, je parle donc du Groenland, l'ouest du Groenland, pareil au mois de mars, au mois d'avril, quand il y a encore toute la banquise, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire l'été. Enfin, en tout cas, c'est complémentaire. C'est-à-dire, vous imaginez le Groenland l'hiver, sauf qu'au printemps, eh bien, vous avez une luminosité incroyable. Ce bateau nous permet, en toute sécurité, de remonter assez nord jusqu'à Kullerschwak avec la rencontre des derniers gardiens des pôles. On a fait la première l'année dernière avec Nicolas Dubreuil et sa compagnie Sedna. Bon, c'était incroyable. On est resté 5 jours dans le village avec les chasseurs qui sont venus autour de nous, participer à des camps. Enfin, c'est difficile à exprimer, c'est quelque chose à vivre. Et ça, c'est vraiment, là aussi, on est au cœur de ce qu'on a envie de faire partager à nos passagers. Dans la même zone, mais à l'est, il y a toutes les croisières
le printemps d'Amas Salik, où en fait on va suivre la glace. C'est-à-dire que la glace, elle va débâcler du sud du Groenland petit à petit et remonter. Et donc à partir du mois de mai, on va commencer à explorer la région d'Amas Salik, ensuite Itokotormit, ensuite on remontera sur le Spitzberg et puis le pôle Nord. Tout ça a un sens, c'est-à-dire qu'on va passer cette frontière naturelle qu'est la glace pour pouvoir accéder au village où là, en fait, on sera les premiers à les rencontrer après 6 mois d'hiver et surtout aucun navire qui les aura ravitaillés. Donc, du coup, on a là aussi mis en place avec Ponant une possibilité de transporter la nourriture. Donc, on a à peu près de ravitailler une vingtaine de palettes. Et donc, on arrive 3 mois avant le premier navire ravitailleur à cause, ou grâce plutôt, aux capacités brise-glace du navire. Et donc là, vous imaginez un petit peu la fête, l'accueil, et les passagers vivent c'est un peu une forme de... C'est pas une résurrection, mais c'est le réveil du printemps, de la faune, des hommes aussi, à travers ces voyages. Donc ça, c'est les printemps inuits d'Amas Salik. Et puis, on a travaillé sur un autre itinéraire, le golfe de Botnie. Alors, vous allez me dire un petit peu moins glamour, mais en fait, c'est une vraie entrée en matière, un amuse-bouche, je dirais, avant de découvrir le navire proprement dit dans la glace dérivante de l'Arctique, où là, en fait, on est au cœur de l'hiver. La glace commence à se former dans le golfe de Botnie et on va découvrir, en fait, une zone qui est extrêmement fréquentée l'été par les bateaux de croisière. Et là, on va se retrouver... jamais l'hiver, voilà. justement. Donc, avec des Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. J'ai une anecdote, notamment du premier de l'an dans le golfe de Botnie, où à 16h, alors effectivement, il fait nuit à 16h. Par contre, ça nous a permis de pouvoir assister à un spectacle d'aurore boréale un peu incroyable. Et puis, c'est pas loin de la France, une semaine de voyage, et ça nous donne vraiment une bonne accroche de ce qu'on pourrait vivre avec le commandant Charcot et sa singularité. En tout cas, on l'a compris grâce à vos regards croisés. Le commandant Charcot est un formidable écrin 5 étoiles pour accueillir nos passagers, mais aussi un laboratoire à ciel ouvert, si je puis dire. En tout cas, il nous reste un peu plus de 7 minutes à consacrer à ce webinaire. Je vous propose de sélectionner quelques questions pour que l'un ou l'autre puissiez y répondre. Alors, justement, donc on a dit que ces résultats, ces relevés étaient partagés. Donc, y a-t-il eu des découvertes réalisées à l'occasion de ces expériences menées ? Daniel, par exemple, est-ce que vous avez fait quelque chose une découverte absolument unique ou une confirmation peut-être de quelque chose auquel on songeait mais qu'on n'avait pas pu encore constater ? Là, ce qui me vient en tête, parce que c'est ce qui m'a il y a vraiment, on a accueilli beaucoup de projets, il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est dur comme ça de tout mettre ou de prioriser plus l'un que l'autre, mais moi, je trouve ce qui a été très concret et pertinent et qu'on a su faire avec le bateau très vite, c'est de mettre à disposition les laboratoires pour une équipe qui venait d'un laboratoire qui s'appelle Takuvik, qui est franco-canadien, qui sont des experts du milieu polaire canadien, principalement, terrestre et maritime. Et eux, ils sont venus avec des prototypes, avec des machines qui étaient toutes nouvelles, qui étaient adaptées pour filtrer l'eau, mais à un niveau très fin, afin de concentrer, je vous parlais tout à l'heure de ce concept, c'est pas un concept, ce processus de filtrer pour concentrer, pour après analyser, mais eux, ils sont allés à l'étape plus fine encore, en allant jusqu'à la taille du nano, et donc eux, ils étaient les premiers à mettre en évidence la pollution plastique dans l'océan Arctique, pas avec le Charcot, mais pas longtemps avant. Et quand ils ont eu cette opportunité de venir sur le commandant Charcot, ils se sont dit, profitons des labos et de toutes les zones de navigation arctique, antarctique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des repositionnements quand on passe de l'hémisphère nord à sud et de sud au nord. Donc finalement, on passe par le Pacifique, on passe par l'Atlantique. Et en fait, ils se sont retrouvés à passer un nombre de jours colossaux à bord et à filtrer l'eau.
en surface, et du coup à faire une base de données nouvelle, mondiale, pas que pour les plastiques d'ailleurs, aussi les métaux, et donc de pouvoir utiliser le bateau juste pour ça et d'amener derrière assez rapidement à des premières publications scientifiques. Voilà, mais c'est un état, un instant T, un état des données instant T, et après ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution dans le temps, mais déjà en fait de les mettre en lumière, en évidence. C'était génial de se dire qu'on avait contribué à ça. Voilà un exemple parmi plein d'autres, mais un des plus marquants. Très bien, et justement, une autre question. Quelle communication est faite sur les résultats scientifiques de ces missions et par qui sont-elles faites ? Donc, nous, on a un devoir de communiquer, comme Polarine est un institut européen et qu'on permet aux scientifiques de venir à bord, et Polarine met un peu d'argent à disposition pour ça. Nous, on a un devoir de faire des comptes rendus et de prouver du travail qui est fait à bord. Donc, en fait, on est obligé de dire précisément qui est venu, quel est le travail qui a été fait, et ce que ça a amené comme publication derrière. Maintenant, au niveau public, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Vous pouvez déjà jeter un œil, il y a une page un peu cachée, mais on la voit, on la trouve sur le site de Ponant. Il y a une page dédiée à la science et on commence à mettre en avant quelques éléments comme les campagnes d'appel à projets, des futurs donc projets qui viendront à bord, des projets qui ont pu déjà venir à bord, ou le compte rendu annuel de ce qui a pu être fait à bord. Ça, c'est quelque chose qui est accessible, qui est public, qui se doit d'être public d'ailleurs. Et on a rajouté récemment aussi des liens avec, il y a certains équipements dans les laboratoires qui, comme je vous disais, mesurent des données en temps réel. Et donc, il y a un ou deux équipements que vous pouvez aller voir, et en fonction d'où navigue le commandant Charcot, de connaître cette donnée là en temps réel par rapport à la position qu'il a dans l'océan. Je vais juste rajouter, et puis il y a beaucoup d'inertie en fait. C'est-à-dire que nous, on n'a pas les résultats d'une campagne sur la présence des antibiotiques, par exemple, au-delà de la convergence, c'est-à-dire dans la zone vraiment du traité de l'Antarctique. Il faudra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est assez intéressant comme question parce que c'est une demande de nos passagers. Mais on aimerait bien voir le résultat de cette mission au moment où nous avons fait ce voyage. Et c'est Mégane qui compile tout ça. Elle a même édité, la dernière fois qu'elle est passée à bord, elle m'a montré, elle a édité une brochure, comme une brochure d'ailleurs de voyage, avec toutes les missions, etc. Donc, elle a porté ça haut en couleur. Donc, et on travaille énormément sur cette communication pour qu'il y ait pas plus de transparence, parce qu'on est transparente, mais plus de visibilité auprès de nos passagers. Mais c'est vraiment un sujet important. Très bien, on a une question nouvelle. Pourquoi, alors on sait que le commandant Charcot bat pavillon français, pourquoi ne pas avoir que des scientifiques français ou francophones à bord? Alors là, je vais répondre, ça c'est intéressant. Pourquoi? C'est-à-dire que là, au contraire, pour que le Ponant ne soit pas jugé parti, on s'est adossé à cette association, qui s'appelle donc Polarine, et qui va faire une sélection objective, et donc qui va tenir compte de la diversification des missions, des nationalités. Donc on se retrouve avec des Japonais, des Italiens, etc., et des Français également, mais au même titre que les autres. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a aucune discrimination qui se fait. Ça doit rester absolument universel et international. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, à qui bénéficient ces missions, Daniel ? Eh ben, à eux les premiers, en fait. Nous, bien sûr que forcément, ça joue forcément sur notre image, je l'espère positivement, hein, mais en tout cas, principalement aux scientifiques eux-mêmes qui trouvent l'opportunité d'avoir un bateau scientifique disponible gratuitement. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en fait, ils ne paient pas pour venir à bord, hein, c'est mis à disposition gracieusement. Et c'est vrai que l'accès, là, je pense particulièrement au Charcot, même si j'ai évoqué qu'on commence à accueillir d'autres scientifiques sur d'autres bateaux de la compagnie, mais Charcot est un peu le bateau étendard pour ça, le commandant Charcot, pardon. Et je me suis perdu dans mes explications. C'était quoi la question? À qui bénéficient ces missions et ces relevés? Et elles bénéficient à eux-mêmes. À la science universelle. Tout à fait. Tout à fait. Les données sont ensuite disponibles sur différentes plateformes et donc elles bénéficient finalement à la science en général
Mais donc, y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de sélection particulière. Allez, une question d'ordre technique. Pouvez-vous nous dire, le bateau peut casser la glace sur une profondeur de combien de mètres? Alors, il peut casser la glace, je confirme. Ouais, mais ce n'est pas son but premier. Alors, c'est important là aussi, mais ça aussi, cette question va m'y faire penser. Ce navire est capable de casser, effectivement, alors c'est très subjectif, 2 mètres, 3 mètres de glace, mais là aussi, ça dépend si c'est de la glace de première année, de la glace pluriannuelle, ça dépend si c'est de la vieille glace, etc. Si à l'intérieur, il y a des incursions de glace d'origine terrestre, bref, c'est pas si ça. Mais en gros, sur une banquise uniforme, on va dire que c'est normalement à une certaine vitesse, 2,50 m environ. Mais on a, là aussi, il ne faut pas pêcher par arrogance. Ce n'est pas parce qu'on a un navire puissant qu'il faut mettre les kilowatts pour pouvoir traverser la glace comme ça, sans nuance. Donc en fait, on a beaucoup appris au fil des années, en utilisant d'ailleurs les cartes satellites, notamment d'ailleurs avec Airbus, pour pouvoir optimiser, d'ailleurs pour un souci aussi de consommation, mais aussi environnemental, et bien d'utiliser les chenaux d'eau libre pour pouvoir naviguer, par exemple, jusqu'au pôle Nord. Il faut savoir que la plupart de ces zones-là sont couvertes de glace de banquise, mais qui est de la glace dérivante, déjà qui a vécu, qui est cassée. C'est-à-dire que notre passage, c'est un sillage qui se referme, la glace se referme derrière. Bref, c'est un non-sujet. Hein. Par contre, quand on parle de glace côtière, ou fast ice en anglais, c'est-à-dire rattachée à la côte, là, c'est important. On s'est mis des limites. Et donc, on va utiliser cette glace pour stopper le navire et ensuite débarquer nos naturalistes et les passagers pour ensuite vivre en fait cet espace naturel. Mais en aucun cas, on va provoquer cette débâcle. On ne va pas l'anticiper, puisqu'en fait, c'est une zone qui est utilisée pour les animaux ou pour les Inuits lors de leur chasse. Allez, très brièvement, on va prendre les 3 petites dernières questions. On a un peu débordé, mais le sujet est tellement passionnant. C'est normal. Avec des orateurs si passionnés. Est-ce que ce type de croisière est adapté pour 2 ados de 13 et 14 ans? Pour les ados en général? J'ai envie de dire oui. Ah ben bien sûr, c'est des voyages éducatifs. C'est un livre ouvert. Il y a un jour une dame qui m'a dit « Je ressors plus intelligente, vous savez, commandant de vos voyages. » Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une équipe aussi de naturalistes qui sera là avec leur spécialité pour vous encadrer, faire des conférences, des petits briefings quotidiens. D'ailleurs, quand on a des adolescents, des familles, on fait des zodiacs avec les jeunes pour qu'il y ait encore plus d'interactivité, bien au contraire. Donc, tout le monde évidemment, est le bienvenu. Allez, la toute dernière. Quelle est la glace la plus ancienne qui ait été trouvée avec le commandant Charcot? Ah ben, ça dépend. Ça aussi, c'est une question très vaste. Si c'est de la glace de banquise, donc de la mer gelée ancienne, parfois, ça peut être 6-7 ans, de la vieille glace, mais de mer. Et puis sinon, on passe à côté, puisqu'on ne passe pas à travers, l'iceberg ou ce qu'on appelle les bourguignons, comme disait le commandant Charcot, donc les petits morceaux de glace qui sont issus d'iceberg ou donc de glaciers, donc de la glace d'eau douce d'origine terrestre et qui là peut être une glace millénaire, ça peut être 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. Donc on a forcément rencontré tous les types de glaces, y compris les glaces anciennes. Très bien, commandant. Merci Daniel, merci commandant d'avoir répondu à ces questions et d'avoir partagé votre passion. Nous avons une envie maintenant, c'est de vous rejoindre, d'être témoin de ces voyages extraordinaires, de ces explorations, de ces recherches scientifiques. Aussi, vous retrouverez évidemment ce webinaire enregistré à travers le lien qui vous sera envoyé à votre adresse internet dès lundi. On va vous laisser le week-end pour vous reposer. Vous avez, je pense, bien d'autres choses à faire. Et puis, donc, vous pourrez voir ou revoir ce webinaire, réfléchir à vos prochaines croisières. Tous ces itinéraires présentés sont évidemment présentés sur le site Ponant. Merci. Je les attends. Alors. J'embarque dans une semaine. Là, je vous attends parce que on peut vous raconter l'histoire, mais il faut la vivre. C'est ça qui est important.
Le rendez-vous est pris. En plus, vous êtes invité par le commandant. Vous l'avez dit, ce sont des croisières qui font du bien. Ça devrait presque être remboursé par la sécurité sociale, j'ai envie de dire. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'avoir été si nombreux pour ce nouveau webinaire. On se retrouve, je pense, dans quelques semaines avec un autre sujet. Portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, Daniel, et merci. Au revoir à tous. Au revoir, commandant.